Bonjour à tous et bienvenue. Ce soir, on s'intéressera au mariage pour tous qui continue de faire couler beaucoup d'encre en France. Alliance Vita a organisé des manifestations contre ce projet de loi dans 75 villes de France. On en parlera tout à l'heure avec Ségolène Duclosel, directrice de la communication de l'association, et Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. On les retrouve donc tout à l'heure pour notre dossier. Mais d'abord, le spectre de la guerre civile qui hante à nouveau le Liban après l'attentat qui a fait 8 morts et des dizaines de blessés à Beyrouth dans le quartier chrétien d'Achrafieh vendredi dernier. Actualité qui bien sûr inquiète la communauté libanaise de France. Vous le voyez à la paroisse maronite Notre-Dame du Liban à Paris. Il y avait beaucoup d'émotions lors de la messe dominicale. Les fidèles ont prié pour la paix avec Monseigneur Michel Aoun, de passage en France. L'évêque de Byblos plaide pour l'unité nationale entre chrétiens et musulmans dans un contexte régional instable. Regardez ce qu'il dit. C'est sûr que tout ce qui arrive au Liban, ça a un rapport avec des événements en Syrie. Et aussi, moi, je fais un appel à toute la communauté nationale, à tous les dirigeants politiques, à ce que on ne peut pas penser que la démocratie qu'on va implanter dans les pays du Moyen-Orient, qu'on peut la faire par la violence ou bien en changeant les régimes de cette manière. Pour cette raison, notre attitude, c'est un appel à continuer le dialogue entre chrétiens et musulmans, et aussi entre musulmans et musulmans, afin que tout ce qui arrive dans les pays du Moyen-Orient n'ait plus son influence au Liban. Voilà pour son analyse. Je précise qu'on ne sait pas encore qui est derrière cet attentat. Et puis, au vu du contexte, sachez que le cardinal Berton a finalement annoncé le report de la visite d'une délégation pontificale en Syrie. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a fait cette annonce dans le cadre du synode pour la nouvelle évangélisation. Synode qui se termine dimanche par une messe de clôture à vivre en direct sur notre antenne. Aux commentaires, Philippine de Saint-Pierre et Antoine-Marie Isoard. On reste à Rome avec hier, à la fin de l'audience générale, Benoît XVI qui a annoncé son intention de créer 6 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire qui aura lieu le 24 novembre prochain. Ces nouveaux princes de l'Église viennent des États-Unis, du Liban, d'Inde, du Nigeria, de Colombie et des Philippines. Aucun Européen. Parmi eux, vous le voyez, le patriarche maronite Monseigneur Béchararay et Monseigneur Luis Antonio Tagle, l'archevêque de Manille que vous venez de voir à l'écran. On reste place Saint-Pierre à Rome. C'était dimanche dernier devant 80 000 fidèles. Benoît XVI a canonisé 7 bienheureux en cette journée missionnaire mondiale. Parmi eux, le jésuite français Jacques Berthieu, mort martyr à la fin du 19e siècle à Madagascar. Dans la foule, il y avait également des Iroquois en costume traditionnel pour célébrer Kateri Tekakwitha, la première sainte amérindienne, une Iroquoise de Québec qui a vécu au 18e siècle. La télévision catholique Ciel et Lumière a glané quelques réactions au sein de la délégation canadienne qui avait fait le déplacement à Rome pour l'occasion. On écoute. La canonisation d'hier, évidemment, c'était impressionnant. Les Amérindiens étaient partout à travers nous, à travers la foule. On les voyait ou par leurs plumes ou par leurs vêtements colorés. Et on est resté émus de cette cérémonie. C'est quelqu'un qu'on a toujours apprécié depuis notre jeunesse. Quand on allait à l'école, souvent on entendait parler de Kateri. Puis là, aujourd'hui, elle est reconnue mondialement, puis je suis fier de ça. Nous sommes fiers. Et précision qu'en France, dans le diocèse de Tours, une paroisse porte le nom de la sainte. Et puis, en bref, on a appris que l'ancien majordome du pape Paolo Gabriele, condamné à 1 an et demi de prison pour vol aggravé, sera incarcéré dans une cellule aménagée à cet effet dans les locaux de la gendarmerie du Vatican. Enfin, sachez que la fraternité Saint-Pédis a exclu l'évêque négationniste Richard Williamson. On l'a appris cette semaine. En France, le projet de loi qui doit ouvrir le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe continue de faire couler beaucoup d'encre. Je vous rappelle que son examen à l'Assemblée nationale a été repoussé à la fin janvier 2013. Cette semaine a noté la réaction de la Caisse nationale des allocations familiales. Elle vient de rendre un avis défavorable à ce projet de mariage pour tous à l'issue d'un vote du conseil d'administration. On écoute son président Jean-Louis de Roussin.
Je crois qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes en fait tout autour de la table. Alors pour des raisons diverses, est-ce qu'on doit être responsable ici parce qu'on est gestionnaire d'un bouleversement de la société? Est-ce qu'on reste vraiment attaché pour certaines organisations à ces valeurs familiales qui sont celles qui ont construit un peu notre conception même de la famille? Est-ce qu'il n'y aura pas trop d'incidence, y compris pour les familles qui resteront les familles plus traditionnelles, hommes-femmes? Je crois qu'il y avait trop d'inquiétudes pour en fait pouvoir se prononcer en fait surtout dans un délai d'urgence sur une question en fait fondamentale de la société. Jean-Louis de Roussin, qui est aussi membre de la CFTC, le syndicat chrétien. Je précise que la CNAF est régulièrement consultée par le gouvernement, notamment sur les questions de société. Sur le terrain, le débat s'intensifie autour de ce mariage pour tous. Mardi, l'association Alliance Vita organisait des rassemblements dans 75 villes de France sous le slogan « Un papa, une maman ». On ne ment pas aux enfants. Il y avait plusieurs milliers de manifestants sur l'ensemble du territoire. Reportage dans le quartier d'affaires de la Défense. Inhabituel pour un mardi midi, l'esplanade de la Défense s'est transformée en scène de théâtre de rue géante. Un personnage, tout juste sorti d'un cocon, peine à trouver son équilibre. Pour symboliser le besoin de l'enfant, d'une mère et d'un père, une foule de femmes d'un côté et d'hommes de l'autre l'aide à prendre son envol. Cette manifestation symbolique est organisée par Alliance Vita. Il y a une contradiction entre un gouvernement qui prône la parité dans toutes les sphères de décision, au gouvernement même, dans l'entreprise, et qui prétendrait l'effacer dans la famille, là où justement cette parité construit l'enfant davantage pour qu'il puisse trouver son équilibre toujours difficile entre son père et sa mère. Là, il y a une contradiction qu'il nous faut soulever. 2500 manifestants étaient présents, pas seulement des militants, mais des Français heureux de pouvoir s'exprimer librement. J'ai été adoptée à l'âge de 3 mois et c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que le débat ne tient pas compte justement de nous, pour nous qui avons déjà une différence par rapport à des enfants, on va dire, qui ont une naissance normale. On ne peut pas ajouter en plus cette différence-là de ne pas avoir un père et une mère. Ces premières manifestations publiques seront suivies de plusieurs autres dans les semaines qui viennent. La semaine dernière, la justice a prononcé la liquidation de la raffinerie Petroplus qui emploie 470 personnes à Petit-Couronne, près de Rouen. Selon le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, le gouvernement est parti en chasse d'un repreneur pour la raffinerie. Mais en attendant, les salariés sont inquiets. L'archevêque de Rouen, Monseigneur Descubes, qui s'est déjà rendu sur le site, suit le dossier de près. Par ailleurs, l'Action catholique ouvrière se bat aux côtés des salariés. Reportage à Petit-Couronne. La cellule Action a mis en place un certain nombre de mobilisations dans les jours qui viennent. Depuis l'annonce de la liquidation judiciaire de la raffinerie Petroplus la semaine dernière, les assemblées générales se multiplient. Comme à chaque fois ou presque, le Père Gobet, l'Action catholique ouvrière et la jeunesse ouvrière chrétienne sont présents et ils y tiennent. Depuis décembre 2011 et l'annonce de la fermeture du site, ils apportent leur soutien aux 470 salariés qui craignent pour leur emploi. L'Église, comme d'autres, est là par solidarité, pour qu'ils perçoivent qu'ils n'étaient pas seuls, que leur vie concernait beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas croyant, mais pour moi, c'est important, parce que quand ils sont venus ici, ils ne sont pas venus soutenir des idées politiques, ils sont venus soutenir des salariés qui se battaient pour leur dignité. Et donc ça, c'est hyper important, parce que c'est le côté humain. À Petit-Couronne, l'inquiétude grandit. À chaque rencontre, le Père Gobet et les différents mouvements d'église abordent le sujet. Pour eux, ils mènent ce combat au nom de leur foi. L'Église, si elle veut témoigner, il faut qu'elle témoigne dans le monde. C'est pas dans les 4 murs que l'Église va témoigner. C'est là qu'elle a quelque chose à dire. C'est là qu'elle a quelque chose à apporter. Lutter, c'est aimer, et ma foi me fait agir pour construire un monde plus juste, un monde meilleur, où chacun aura sa place, où chacun retrouvera une dignité. La semaine dernière, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Descubes, a une nouvelle fois envoyé un message de soutien aux travailleurs de Petroplus, un message d'espérance. Mais il faut dire que les licenciements et les plans sociaux se multiplient en France. On vient de voir le cas de Petroplus, mais plus largement, la crise économique se fait de plus en plus sentir dans notre pays. Dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer les chrétiens dans le monde du travail, qu'ils soient dirigeants ou simples travailleurs? Écoutez la réponse de sœur Cécile Renoir, professeure au Centre Sèvres et à l'ESSEC, l'une des grandes écoles de commerce françaises.
Sur la question des restructurations, je pense que le rôle des chrétiens, il est multiple. Il y a une attitude qui est proposée, c'est celle de la recherche, justement, de la justice et du bien commun. Alors après, concrètement, ça peut prendre un certain nombre de formes qui sont soit de la participation, soit via un syndicat, via le fait d'organiser des négociations collectives, via des engagements de manière à ce qu'on soit assuré que les personnes qui seront licenciées seront aidées à retrouver un travail. Lundi soir, les sanctuaires de Lourdes ont réouvert la grotte de Massabielle aux pèlerins guidés par leur évêque. Vous allez le voir, Monseigneur Brouvet, 3 jours après les inondations qui ont submergé la ville basse. Cette réouverture a pu avoir lieu grâce aux efforts des pompiers, des services municipaux et des sanctuaires. Samedi, après de violentes intempéries, une crue exceptionnelle du Gave a fait de nombreux dégâts sur le site des sanctuaires qui accueillent chaque année 6 millions de visiteurs. Vous voyez ces images impressionnantes et très rares. L'économe des sanctuaires, Thierry Castillo, a chiffré les dégâts chez nos confrères de Radio Présence. On l'écoute. Le premier chiffrage est quand même important, puisqu'on parle d'à peu près 2 millions d'euros de travaux. Alors bien évidemment, on va avoir des indemnités d'assurance. On ne sait pas de quel ordre. Il y aura certainement une partie à financer sur notre propre budget. Et c'est vrai que c'est là où on est un peu inquiet, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, on a communiqué sur un déficit important en 2011. On constate aussi que nos ressources sont en recul. Et on se dit qu'on n'a peut-être pas tout découvert encore des désordres que cette crue a occasionné. Donc c'est vrai qu'on aborde cette situation avec une certaine gravité, une certaine inquiétude. Et les sanctuaires de Lourdes lancent un appel aux dons. C'est l'opération Solidarité Inondation 2012. Pour plus d'informations, un site internet et ce numéro de téléphone qui s'affiche sur vos écrans. Pour conclure, un peu de musique avec la sortie de La Voix d'Assise. C'est le premier album de frère Alessandro, un jeune moine franciscain à la belle voix de ténor. Le disque est produit par le légendaire Mike Hedges, producteur du groupe de rock U2. Alors autant vous dire que frère Alessandro est en voie de starification, un grand écart pour ce religieux qui vit dans un couvent et qui travaille comme menuisier ébéniste. Mais pour lui, pas question de se tromper de vocation, nous l'avons rencontré. J'ai d'abord bien expliqué à la maison de disques que j'étais avant tout un frère, que je n'étais pas comme tous les autres artistes, car je ne pouvais pas consacrer entièrement mon temps à ce projet, à la promotion de ce disque. Je voulais vivre ma vie en tant que frère. Ceci implique que je continue à vivre ma vie de frère dans mon monastère. Je vis cette expérience comme une mission. Je n'appartiens pas à ce monde de strass, de paillettes, je ne cherche pas la popularité. J'ai d'ailleurs toujours mon habit de laine. Je crois que cette démarche est avant tout un moyen d'évangéliser. Ben voilà, comme ça, les choses sont claires et très bonne suite à frère Alessandro. Il est temps de retrouver Monseigneur Di Falco pour sa chronique qui, cette semaine, nous parle de l'année de la foi. Bonjour. Il y a quelques mois, le pape Benoît XVI a proclamé une année de la foi qui doit se dérouler de l'automne 2012 à l'automne 2013. Elle vient de s'ouvrir ce 11 octobre pour jour anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Et elle s'achèvera le 24 novembre 2013. Tous les diocèses de France ont réfléchi à la forme que pourrait prendre cette année de la foi. Pour notre diocèse, j'ai souhaité que cette année de la foi ne soit pas proposée qu'aux chrétiens, mais à un public plus large, en créant un événement dans un cadre culturel et pas seulement cultuel. Ainsi, celles et ceux qui le veulent pourront découvrir des textes sacrés pour la première fois ou les approfondir s'ils les connaissent déjà, tout en restant évidemment libres de penser ce qu'ils veulent. Ces textes fondateurs, chrétiens, ainsi que les désignes et les programmes scolaires actuels, ont influencé tous les domaines de l'art et donc des pans entiers de notre culture, la littérature, la peinture, l'architecture, la sculpture, la musique. Ils inspirent toujours des artistes contemporains, même indépendamment de toute démarche de foi, et cela, on ne saurait l'ignorer. Comme l'a dit il y a quelques années Dominique Borne, qui, avec Régis Debray, participait en 2002 au rapport sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque. Nous avons perdu la lecture de tout un pan du patrimoine, dit-il. Nous habitons dans un décor dont nos élèves et nous-mêmes parfois ont perdu les clés.
Il est très important de donner un sens au décor dans lequel nous vivons. Car au-delà du patrimoine, ce sont nos lieux de vie qui sont encore pétris de signes religieux. Il faut apprendre aux élèves où ils habitent. Et ce que Dominique Borne dit là des élèves vaut aussi pour un nombre grandissant d'adultes. Pour pallier à ce constat, il faut susciter la curiosité et faire en sorte que le public vienne pour la renommée et le talent du lecteur et qu'à cette occasion, il découvre la beauté et la force d'un texte que seuls de grands comédiens sont capables de servir. C'est pourquoi j'ai invité plusieurs artistes connus et appréciés du grand public à venir faire une lecture continue des textes sacrés au rythme d'une fois par mois, pour mettre leur talent au service de la parole qui fait vivre les chrétiens. Jean Piat sera à Gap le mardi 13 novembre pour faire une lecture publique des Actes des Apôtres, cette grande saga des premiers chrétiens. À bientôt. À bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. L'espérance du ciel pour famille chrétienne qui évoque la fête de la Toussaint. Le recteur du sanctuaire de Montligeon livre le secret d'une bonne mort. À l'image des saints, il nous faut vivre notre existence terrestre comme une préface à l'au-delà. Numéro spécial Toussaint pour pèlerins. Toutes les réponses à vos questions sur l'au-delà. Que sait-on de l'au-delà? Peut-on communiquer avec les morts? À quoi ressemble l'enfer et le paradis? La résurrection, c'est pour quand? Et puis la vie s'intéresse au deuil cette semaine, comment apprivoiser l'absence des êtres chers qui nous ont quittés, les témoignages de plusieurs personnalités comme Christian Bobin, Laure Adler ou encore Sandrine Bonner. Par ailleurs, la vie a enquêté sur la foi libre et décomplexée de Barack Obama, candidat à sa réélection. Voilà pour quelques-uns de vos hebdos chrétiens. Tout de suite, c'est le dossier. Et il y avait du monde mardi pour manifester contre le projet de loi sur le mariage homosexuel. En tout, plusieurs milliers de personnes dans 75 villes de France. Rassemblement organisé par l'association Alliance Vita. Pour en parler sur ce plateau, Ségolène Duclosel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous dirigez la communication d'Alliance Vita. Et puis Émeric Pourbet. Bonjour Émeric. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes toujours directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. D'abord Ségolène, quel bilan vous faites de cette mobilisation? Plusieurs milliers de personnes, c'est pas mal. Bon, pour nous, c'est un bilan très exceptionnel. On se rend compte qu'en fait, les Français avaient très envie de venir manifester. On sentait que la pression montait. Beaucoup de gens nous appelaient pour nous dire « mais que faites-vous » Et donc, on a choisi d'organiser ces happenings, donc une grande image, une figure visuelle dans 75 villes de France. Ça aussi, c'était une première pour nous. On était dans 60 villes l'année dernière et on se dit « bon, on est très, très heureux d'avoir ce réseau qui peut se mobiliser dans 75 villes ». Et en fait, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, beaucoup de Français que nous ne connaissions pas du tout, mais qui souhaitaient se mobiliser contre ce projet de loi, nous ont rejoints dans toutes ces villes. Alors c'est vrai qu'on était 4000 à la Défense, le reportage l'a montré, un public vraiment très, très varié. Très varié. Ouais. Alors une petite question sur le traitement médiatique, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de reportages dans les médias généralistes sur ces manifestations, traitées d'une manière plutôt positive, je pense que vous l'accueillez bien. Et puis on a vu d'autres choses, notamment ce baiser de Marseille, ces deux jeunes filles qui s'embrassent devant une manifestation. Comment vous interprétez ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut parler d'une forme de prise d'otage de vos manifestations par d'autres personnes? Il y a un droit de manifester en France, ça c'est sûr, on en use largement et c'est un droit juste. Après, effectivement, ce fameux baiser-là, on l'interprète un peu comme une embuscade. En marketing, c'est une technique qui est une sorte de parasitage qui fait que des adversaires se mettent devant la caméra avec une image marquante, provocante d'ailleurs. Oui, ces jeunes filles disent qu'elles étaient là spontanément, qu'elles sont passées, qu'elles ont fait ça un peu spontanément, elles sont jeunes. Ouais, il y a toutes les versions là-dessus. Moi, j'aime pas prêter d'intention, mais il y en a qui disent que c'était naturel, d'autres qui disent qu'au contraire, c'était super orchestré. Bon, en fait, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez facile, je pense, de venir court-circuiter avec une image comme ça. Ce que nous souhaitons, dans ces mobilisations, c'est que le débat existe, en fait. Ce qu'on ressent, c'est que les Français sentent que le débat leur a été confisqué, que tout va beaucoup trop vite, qu'ils n'ont pas été consultés. On voulait justement créer le débat, surtout mettre l'enfant au cœur du débat. Et c'est un peu le paradoxe de ces deux personnes qui se sont interposées devant nos caméras. Elles ont remis l'adulte et le désir d'adulte. Et au fond, nous, ce qui nous frappe, c'est que justement,
si l'amour entre deux personnes de même sexe peut exister, en tout cas, il ne peut pas être la fondation d'un mariage. Et nous, justement, on voulait défendre l'enfant, remettre l'enfant au cœur de ce débat. Donc on continue à se mobiliser. Ouais. Aymeric, c'est une bataille d'image également. Hein, je crois que, par le journaliste, là. Quelles qu'aient été les intentions de ces deux personnes, qui n'étaient pas d'ailleurs homosexuelles, je crois que ça vaut le coup de le souligner à Marseille, donc il y a clairement une guerre de l'image. Il y a aussi une guerre des mots. Quand on parle de mariage pour tous, c'est un abus de langage. Il est bien évident que, par exemple, les mineurs n'ont pas le droit de se marier. Donc ça veut dire que derrière le mariage pour tous, ce que veut le gouvernement, c'est le mariage entre personnes de même sexe. Mais ils n'osent pas le dire. Et donc, il y a une guerre de communiqués, de mots, d'images. Et en même temps, on voit très bien aussi, à travers les manifestations qu'a organisées l'Alliance Vita, que ça touche profondément une population qui n'a pas envie qu'on lui impose un mariage, en fait, qui est un mariage homosexuel, qui n'a pas envie pour la société, qui n'a pas envie pour les familles, que ça devienne, en fait, qui est une loi pour une minorité. Et que la majorité, on a bien vu un sondage qui vient de se retourner en faveur justement des enfants, du droit des enfants de ne pas avoir des parents de même sexe, et que cette population-là, cette majorité silencieuse aujourd'hui, elle s'exprime, et je crois qu'il faut effectivement des événements comme ça pour retourner l'opinion. Vous sentez ce fléchissement dans l'opinion, Ségolène ? Nous, ce qui nous réjouit à Alliance Vita, c'est la multiplication des prises de parole, en fait, depuis début septembre, des professionnels, des pédopsychiatres. On a entendu la CNAF tout à l'heure, les allocations familiales. C'est très important qu'ils prennent la parole, effectivement. Les responsables des grandes religions, des professionnels de l'enfance. Il y a des maires aussi, des élus qui célèbrent donc le mariage, qui sont en train aussi vraiment de se mobiliser et de s'exprimer. Donc tout ça, on voit que la parole se libère, en fait. C'est ça qui est très important. Il y a aussi, je pense, des personnes adoptées, des adultes en attente d'adoption. Donc le débat arrive. Ouais, le débat arrive. Aymeric, le gouvernement a repoussé l'examen de ce projet de loi, à la fois au Conseil des ministres, puis pour l'Assemblée nationale. Ça aura lieu finalement fin janvier 2013, ça devait avoir lieu mi-décembre. Comment vous l'interprétez ? Alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter et on n'est pas dans le secret, j'allais dire, des dieux, mais ce qui est sûr, c'est que ça montre au moins, c'est un signe d'impréparation du gouvernement, alors que c'est un projet qui avait été porté par François Hollande, candidat depuis longtemps, qu'on nous avait dit que le gouvernement, enfin en tout cas que l'exécutif arrivé au pouvoir avait déjà dans ses cartons des projets tout ficelés, tout préparés, que tout ça était bien réfléchi. En fait, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Et puis, le deuxième point, c'est que le gouvernement semble quand même un peu fragile dès que, effectivement, l'opposition, on a bien vu dans l'affaire des pigeons, par exemple, ces entrepreneurs qui protestaient contre une fiscalité trop lourde, et bien que le gouvernement, sur d'autres dossiers aussi, les éoliennes par exemple, le gouvernement semblait prêt à reculer dès qu'il sent que effectivement le consensus n'est pas assuré sur ces questions-là. Et donc moi je pense qu'il y a une opportunité extraordinaire pour cette question du mariage homosexuel, parce qu'on sent bien que l'opinion n'est pas prête à cela, et que en allant jusqu'au bout, le gouvernement violerait en quelque sorte l'opinion, et surtout au-delà de l'opinion, parce que l'opinion effectivement c'est des sondages, mais surtout le bon sens, l'évidence, et que je crois que les Français en garderaient une trace qui serait durable. La porte-parole du gouvernement aussi expliquait récemment que le gouvernement ne s'opposera pas à la PMA. Le Premier ministre, lui, avait dit le contraire quelques jours avant. Là également, comment vous l'interprétez ? Ils ne sont pas d'accord ou c'est une mise en scène d'un désaccord ? Je crois qu'il y a beaucoup de pression autour du gouvernement. On a vu début septembre un colloque autour de Europe Écologie Les Verts où des revendications mais les plus extrêmes ont été faites, du mariage à plusieurs, des mères porteuses. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière l'insémination artificielle. Vous précisez ce qu'est la PMA ? L'insémination artificielle, notamment, c'est une des pratiques d'assistance médicale à la procréation qui consiste à... Nous, on appelle ça, dans le cas de deux couples homosexuels, un d'homme, un de femme, en fait, c'est une espèce de bricolage procréatif où ces deux couples s'organisent. Il y a des sites qu'on appelle de coparentalité, des sites internet, et les personnes s'organisent. Alors, les deux couples de femmes reçoivent l'insémination du sperme d'un des deux hommes. Alors, ça peut être fait à la seringue, ça peut être fait à la petite cuillère. C'est assez difficile et assez trash quand on rentre dans ces sujets. Il y a d'autres... Dans le gouvernement, enfin, à gauche, en tout cas, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Hein. C'est ce qu'il faut ressortir dans ce débat-là. En tout cas, ça fait peur, je pense, à pas mal de Français.
Émeric Bourbet. C'est sûr qu'il y a des divisions dans le camp de la majorité, à gauche. Il y a aussi des divisions à droite. Et je crois que si on est d'accord pour dire qu'on est dans une guerre de l'image, une guerre des mots, une guerre pour faire abroger ce projet, tout simplement, je crois que la clé de la réussite, c'est l'unité. Et je pense que, notamment chez les catholiques, et Ségolène me pardonnera qui s'occupe de communication, donc effectivement qui a à promouvoir son mouvement, mais je crois que la clé, c'est vraiment que les différents mouvements, associations, oublient leur querelle de chapelle, et en France, on est un peu des spécialistes, parce qu'on est gaulois, oublient leur sensibilité, parce que le discours du camarade n'est pas forcément conforme à ce qu'on voudrait. Parce que l'objectif commun, il y a un objectif commun qui est de faire abroger la loi. Et ça, c'est à mon avis la clé de la réussite. Pour conclure, en 15 secondes, vous pensez que c'est possible, ça, Ségolène ? Avec la réunion bien sûr que c'est possible, c'est l'objectif et on ne doit pas être ébranlé dans cette conviction. Et pour rejoindre Émeric, nous, No Happening, nous avons organisé en concertation avec beaucoup d'associations qui sont venues nous voir en nous disant faites quelque chose, et on se concerte aujourd'hui tous les jours avec d'autres pour aboutir à une manifestation nationale. Merci à tous les deux. En tout cas, on reparlera de ce sujet sur notre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Très bonne semaine à tous.